2, 1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz Télé, surtout ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Buzz Télé de TV Magazine. Et pour ce premier numéro, on a décidé d'accueillir l'une des rares femmes, tenez-vous bien, qui a marqué à la fois la politique mais aussi le paysage audiovisuel français. Docteur en pharmacie, et oui, il y a une vie aussi avant la politique. Elle entre à l'Assemblée nationale à la fin des années 80 avant d'enchaîner plusieurs missions au service évidemment de l'exécutif, ministre de l'écologie. C'était sous Jacques Chirac, ministre de la Santé, des Sports aussi, des Solidarités. Cette fois, c'était sous Nicolas Sarkozy. Et plus récemment, vous vous en souvenez bien évidemment, comme ministre de la Culture sous Emmanuel Macron. Et en mai dernier, patatras, cette ancienne chroniqueuse du C8, du Grand 8 sur C8, elle a quitté le gouvernement. Désormais, la voix la plus libre que jamais, et on s'en félicite. Vous savez s'exprimer avec beaucoup d'humour, et tout l'humour qu'on lui connaît à la radio, et peut-être avec un peu plus de sérieux à la télévision. Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Bien. Pourquoi patatras? Non, c'était de toute façon. C'était l'histoire de passer à autre chose. Bon, très bien, vous êtes pardonné. Donner un nouveau tournant à sa carrière, on dit généralement poliment. Il y a quelques semaines, vous avez retrouvé donc, avec pour le plus grand plaisir des auditeurs, la bande des grosses têtes à laquelle vous avez déjà participé, je rappelle, de 2015 à 2020 sur RTL. Fin août, vous avez également rejoint BFM Télé, la chaîne d'information en tant que chroniqueuse. Mais avant d'évoquer ces activités et votre emploi du temps, il y a un gros tremblement de terre qui évidemment a touché le monde depuis jeudi dernier, c'est la disparition de la reine Elisabeth II. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris son décès? Je ne suis pas une fanat des people, mais je dois dire que quand la dépêche est tombée sur mon téléphone portable de la mort d'Elisabeth, de la reine Elisabeth, j'ai eu un petit pincement au cœur. Et moi qui ne regarde pas beaucoup la télé, j'ai regardé beaucoup de choses sur le déroulement des cérémonies qui accompagnent ce décès. J'ai beaucoup plaint mes collègues des chaînes d'infos qui répétaient inlassablement sur le pont les mêmes choses. Je regardais Jean-Baptiste Boursier de BFM qui faisait ça très bien. Mais il y avait des vrais moments d'émotion. Avant de vous quitter, je regardais le roi Charles devant les parlementaires, Chambre des Lords, Chambre des communes. Et quant à éclater le God Save the King, j'ai vu une véritable émotion sur le visage du nouveau souverain. C'était touchant. L'information va continuer forcément. Est-ce que vous aviez déjà rencontré d'ailleurs Elisabeth II? De loin, mais pas vraiment. Ce n'est pas une rencontre. Alors, si vous permettez, on a cherché des points communs entre elle et vous. On a trouvé un point commun entre... Le vert. Alors, notamment non, mais vos tenues, à toutes les deux, extrêmement colorées. Est-ce que c'était une source d'inspiration, justement, pour votre garde-robe, si vous me permettez cette question? Pour répondre à une question stupide, je répondrai par une réponse stupide. Oui, bien sûr, évidemment, je regardais Elisabeth II, j'y puisais des trésors de goût. Non, mais c'était très drôle, parce que à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron, j'avais un tailleur vert très puissant point de vue couleur, c'est d'ailleurs pas la première fois que je le mettais, qui a fait frémir les gazettes. Et quelques jours après, la reine d'Angleterre, pour son jubilé, apparaît au balcon de Buckingham avec exactement le même vert dans sa tenue. Alors, je me suis dit, en fait, c'est plutôt la reine d'Angleterre qui puise son inspiration chez moi. Elle copiait, donc, en effet, Roselyne Bachelot. Copieuse. Allez, on va poursuivre dans quelques instants sur Figaro Live avec pas mal de questions concernant les grosses têtes, votre actualité, BFM Télé, un peu de politique, et également un livre, je crois, qui est en préparation, et comme on dit, déjà dans la seringue. Mais tout d'abord, on retrouve tout de suite Damien Canives pour les news médias du jour. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour Roselyne Bachelot. Allez, on commence tout de suite ces news médias avec l'humoriste Alexandra Pisa-Galli, qui ne reviendra pas dans Télématin. Et oui Philippe, souvenez-vous, il y a une semaine pile, cette comique débarquait pour la toute première fois sur le plateau de la matinale de France 2 pour y dérouler une chronique humoristique. Après avoir rencontré dans un premier temps un problème de prompteur, Alexandra Pisa-Galli a choisi de railler Mohamed Laoueche Boulel, l'auteur de l'attentat de Nice qui a provoqué la mort de 86 personnes en 2016. Ce sketch n'a pas déclenché un seul rire en plateau. Pire, il a même été interrompu par une coupure publicitaire avant la fin du sketch. Devant les critiques, les animateurs de Télématin, Julia Vignali et Thomas Soto, ont dû présenter leurs excuses dès le lendemain, soulignant que cette chronique a rajouté
de la douleur et de la colère aux victimes, puisqu'elle arrivait quelques heures seulement avant l'ouverture du procès de cette attaque terroriste. Alors après un tel quoi, qu'est-ce qu'Alexandra Pisa-Gali va-t-elle revenir sur le plateau de Télématin? Eh bien, selon les informations de Var Matin, la direction de France Télévisions a choisi de ne pas reconduire celle qui officie par ailleurs aux côtés de Mathieu Noël dans Zoom Zoom Zen chaque mercredi sur France Inter. C'était un démarrage de nouvelle saison plutôt raté. Allez, on poursuit ces informations avec Marc-Olivier Fogiel. Là, c'est un autre départ. Il a choisi de prendre ses distances avec Ségolène Royal. Et oui, le 1er septembre dernier, l'ex-ministre remettait en doute la véracité des crimes de guerre commis par l'armée russe en Ukraine. Sur le plateau de BFM TV, chaîne où elle officiait depuis quelques semaines en tant que chroniqueuse, Ségolène Royal a fustigé, je la cite, la propagande de guerre par la peur menée par Kiev. Elle s'est appuyée sur le bombardement d'une maternité pour appuyer son propos, indiquant que le nom des victimes est resté inconnu, alors qu'à l'heure des smartphones, selon elle, on aurait dû les connaître. Face au tollé provoqué par ces propos, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, a dû s'expliquer dans l'émission C'est médiatique diffusée hier sur France 5. Il affirme qu'il a demandé à Ségolène Royal de se justifier et de s'excuser sur la chaîne BFM TV, mais après avoir accepté la demande dans un premier temps, eh bien, l'ancienne ministre n'a finalement pas honoré son engagement et a même décidé de s'en expliquer sur une chaîne concurrente, sur LCI. Pour Marc-Olivier Fogiel, vous imaginez, c'en est trop. Le lien de confiance est rompu, c'est ce qu'il a déclaré, sous-entendant donc que les téléspectateurs ne sont pas prêts de revoir Ségolène Royal sur le canal 15 de la TNT. Les propos de Ségolène Royal, ça vous a choqué, Roselyne Bachelot? Disons sur la première séquence, la séquence de l'humoriste, et pour répondre à la fameuse question, peut-on rire de tout? On peut rire de tout à condition d'avoir du talent, et là, en plus, il n'y en avait pas. Et puis, c'était particulièrement maladroit sur une chaîne du service public à une heure de grande écoute de faire ce genre de prestation dans un cabaret ou dans une salle de spectacle. Ça peut s'entendre, hein. On n'a pas à faire de la censure, mais là, c'était particulièrement maladroit. Ségolène Royal, écoutez, je défends Ségolène Royal de façon continue, et surtout quand elle est victime d'attaques sexistes, mais là, je dois dire que c'était totalement incompréhensible, et il y a d'abord les propos qui sont tenus, alors là, c'est les propos de fond qui sont évidemment inacceptables, et ensuite la forme. Effectivement, quand on est rémunéré par une chaîne d'infos, qu'on profère ses propos contestés sur cette chaîne d'infos, on vient s'en expliquer et ou s'en excuser sur la chaîne d'infos. Chez son employeur, entre guillemets. Chez son employeur, évidemment. Là, je reconnais que ce n'est pas acceptable. Je l'ai dit, vous avez rejoint BFM TV en tant que chroniqueuse. Vous avez vous-même la possibilité, ou pas du tout, carrément une interdiction d'aller non, pas chroniquer, du tout. entre guillemets, ou participer sur d'autres chaînes d'information? Nous en avons parlé avec Marc-Olivier Fogiel, qui me laisse absolument libre d'aller où je le souhaite. D'ailleurs, j'ai une émission, je fais On refait le monde sur RTL tous les mardis à 19h. J'étais la semaine dernière chez Anne-Elisabeth Lemoine dans C'est à vous. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Mais là, il y a deux choses différentes. Il y a les propos de Ségolène Royal, et puis le fait que là, dans une circonstance tout à fait particulière, une explication par rapport à des propos proférés sur la chaîne. Si demain, à BFM ou à RTL, je tenais des propos contestés et que je voulais m'en expliquer ou compléter, évidemment, je le ferais sur la chaîne où j'ai proféré ces propos. C'est dit. Allez, on termine ces informations avec un chiffre du jour, c'est 10 000. Et oui, c'est en euros la rémunération que peut percevoir Nabila lorsqu'elle publie une courte vidéo faisant la promotion d'une marque. C'est ce chiffre qui a été mis en avant notamment dans le nouveau numéro de Complément d'enquête diffusé hier soir en deuxième partie de soirée sur France 2, qui était consacré aux influenceurs. Vous savez, ce sont ces stars souvent d'ailleurs issus de la télé-réalité, qui sont suivis par des millions de personnes sur les réseaux sociaux et qui peuvent gagner des fortunes en postant des photos ou des vidéos pour faire la promotion de certaines marques. C'est un drôle de monde, ces influenceurs là, qui gagnent des fortunes et qui sont tous à poster des vidéos de Dubaï. Je ne prends pas mes références intellectuelles chez Nabila, mais bon, il y a toutes sortes de manières de faire de la publicité, du merchandising, et ma foi, si elle est rémunérée à cette hauteur-là, c'est sans doute que les marques qui requièrent ces services y trouvent leurs avantages. On ne vous a jamais proposé de faire du placement de produits vous-même? Ah non. Mais on m'a proposé de tourner dans des clips publicitaires, ce que j'ai refusé. Vous avez tourné dans des clips musicaux, vous, par contre?
Joy Jonathan? Ah oui, évidemment, tout à fait bénévolement. Absolument. D'ailleurs, je dînais chez Laurent Ruquier avec Joy Jonathan vendredi soir. On s'est retrouvés avec grand plaisir. Merci Avec Damien, plaisir. merci pour ces news. Et évidemment, tout de suite, on retrouve Roselyne Bachelot pour l'interview du Buzz Télé. Depuis la rentrée, vous avez retrouvé votre fauteuil de sociétaire aux grosses têtes, l'émission mythique diffusée chaque jour à 15h30 sur RTL. Vous aviez occupé, j'avais déjà dit, de 2015 à 2020 avant de rejoindre le ministère de la Culture. La bande de Laurent Ruquier vous manquait vraiment? Oui, la bande me manquait. Elle est d'ailleurs profondément rénovée, même si les anciens sont toujours là. Il y a des têtes nouvelles, c'est intéressant. Et puis, c'est vraiment une belle émission de divertissement. J'adore les grosses têtes. Et c'est un vrai bonheur d'y aller. C'est l'esprit rabelaisien, ça peut être truculent, mais ça me convient Un peu potache très, aussi, parfois. très bien. Potache, un peu ambiance tonus, mais en même temps des questions difficiles et qui mettent chacun dans ses spécialités, mais aussi dans un sens d'ouverture à d'autres disciplines. J'ai ainsi appris des choses sur le rock avec Philippe Manœuvre, absolument incroyables. Et vous avez appris des choses avec Sébastien Toen également? Sébastien Toen Eh qui bien, a un écoutez- humour assez corrosif quand même. Hein. Écoutez, la dernière émission que j'ai faite avec lui, il savait que le premier livre de Salman Rushdie était un livre de science-fiction, quand ce même. que personne ne savait autour de la table. Donc, Il faut se méfier de l'homme qui blague, c'est ça? exactement. C'est vrai qu'on a le sentiment que vous entretenez un lien très particulier avec les grosses têtes. Laurent Ruquier lui-même a déclaré dans TPMP il y a environ 2 semaines qu'il raccrochera les gants en 2027. Est-ce que vous allez le suivre jusque-là? Alors, oui, Ouais. si Dieu me prête vie, si Dieu existe et qu'il me prête vie. Parce que personne n'abandonne les grosses têtes. Et c'est ça la qualité de Laurent Ruquier. C'est un type, c'est une crème, ce garçon. C'est un type qui a un cœur immense et il n'abandonne jamais ses grosses têtes. Même ceux et celles qui ne peuvent plus, pour des raisons de santé par exemple, participer à l'émission, il garde un contact avec eux, il va les voir. On quitte jamais les grosses têtes. C'est un ami quasiment, non? Oui. Laurent Ruquier, oui. Je considère que c'est un type très très bien. C'est pas un intime, mais peut-être aussi parce qu'on a été fâchés pendant très longtemps. On s'en est d'ailleurs expliqué, mais c'est un type très bien. Alors c'est vrai que cette émission, elle gravite autour de 2 grosses planètes, l'humour d'un côté et la culture générale de l'autre. Est-ce qu'un conseil des ministres peut être aussi drôle que les grosses têtes? Je pourrais dire oui, mais ce serait un gros mensonge. Ce serait vraiment un gros mensonge. Non, puis c'est pas le but de la manœuvre. Le Conseil des ministres, on donne des textes. Et on essaie d'être sérieux dans le boulot qu'on fait. Ça ne solennel. veut pas dire qu'il y a une séquence avant thé, café, une séquence après, qu'avec quelques-uns, pas avec tous, on n'a pas une partie un petit peu plus amusante. Hein. Et est-ce qu'on vient de vous tacler de temps en temps? Il y a des questions de culture générale assez pointues quand même dans l'émission de Laurent Ruquier. Est-ce que vous étiez ministre de la Culture notamment? Est-ce que vous vous dites, oh là là, on va me préparer justement une petite là, question vous posez une très bonne question. pour vous piéger Parce d'une que- certaine manière? Alors, d'abord, il y a le fait qu'on ne connaît pas tout. Dieu merci, je n'ai pas la science infuse et universelle. Et puis, il y a un autre phénomène qui arrive souvent dans des émissions, comme ça, où on vous pose des questions, des quiz, c'est que vous avez un blocage mémoriel. Ah oui. Et il y a des choses que vous savez très bien, Et là, mais c'est- sous l'effet du stress, de la tension, vous les trouvez pas. Et alors, évidemment, c'est là la lie sur les réseaux sociaux. Je me souviens, je suis une spécialiste d'opéra. Je fais l'émission de Jean-François Zigel, qui est tout à fait formidable. Et il fallait reconnaître des airs d'opéra. Jean-François était au piano, il joue Norma Castadiva, le truc. Même les gens qui n'aiment pas l'opéra connaissent Castadiva. J'ai mis 15 secondes à reconnaître. Le lendemain, sur les réseaux sociaux, mais c'était la Lali. Ouais, Bachelot, elle dit qu'elle connaît l'opéra, mais même pas en vrai. Imposteur. C'est une analphabète. Et ça peut toujours vous arriver sur un plateau. Donc, il faut prendre garde. Voilà. Mais d'ailleurs, dans la bande des grosses têtes, comment vous décririez le rôle que vous avez? Parce que c'est vrai que dans une émission de bande, on a coutume de dire que chaque personnage occupe une place singulière, de façon à ce qu'il n'y ait pas de doublon. Vous, votre rôle, c'est quoi? C'est la dame qui dit des blagues et qui en même temps a une grande culture générale? Oui, je crois que je suis un peu à l'interface Ouais. des deux populations des grosses têtes. C'est-à-dire, il y a les humoristes qui peuvent être cultivés, hein, tout à fait, mais qui
campent dans leur fonction d'humoriste. Un type comme Laurent Baffy est un puits de science, par exemple. Absolument. Et puis, ceux qui se réfèrent au monde culturel. Et je suis sans doute à l'interface entre les deux. Alors, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes resté près de 2 ans au ministère de la Culture. 682 jours. Quel est le titre justement d'un livre? Vous allez peut-être nous en dire quelques mots que vous allez bientôt publier sur justement la rue de Valois. Pourquoi quitter un ministère finalement? C'est sous la contrainte, c'est l'envie de faire autre chose? Vous savez, j'ai été la dernière ministre de la Culture de cette mandature. D'abord, il est tout à fait souhaitable que ça circule, les responsabilités. Je rappelle au passage quand même que j'ai 75 ans. Vous ne les faites pas? Il y a eu 3 secondes d'attente. Hein. On l'avait répété avant l'interview oui, quand même. Non, mais là, quand même, je suis un peu déçu, Damien. Je suis désolé. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus énergique. Bon, très bien. On la refera alors. On va la refaire, oui. Donc, voilà. Et que dans cette salve, j'ai accepté cette mission, alors que j'avais dit que je ne reviendrais pas dans un poste gouvernemental. Je l'ai fait d'abord parce que Jean Castex me l'a demandé et que le président a confirmé cette demande. Et puis, j'ai eu le sentiment que j'étais en mission commando. C'est quoi mission commando? Mission commando, vous savez, il y a des vieux soldats qui ont arrêté la guerre, mais ils ont toujours dans l'armoire le fusil qu'ils graissent en se disant « il servira peut-être ». Et je suis une femme de culture, je suis une femme qui vit avec des artistes, et je savais ce qui se passait, la souffrance, la rancœur parfois, les difficultés financières de beaucoup. Et je me disais, on me demande d'être dans une situation extrêmement difficile. Moi qui sortais tous les soirs, j'ai été ministre de la Culture dans un monde confiné de la culture. Du COVID. La pire période finalement pour exercer. La pire période. En plus, j'ai été moi-même touché de façon grave par cette maladie. Donc voilà, pour moi, cette mission commando, elle était terminée, le monde de la culture était revenu à la normale. Non, parce qu'il y a encore... Compliqué pour le cinéma. Il y a des choses très compliquées. Et puis, la crise a accéléré des transformations, j'allais dire, structurelles du monde de la culture sous l'effet du digital, des transformations technologiques. Mais voilà, j'ai fait mon boulot et je servirai la culture d'une autre façon, comme éditorialiste, comme militante, dans un certain nombre de structures. Est-ce que vous êtes totalement remise du Covid-19 aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez pu effectivement vous refaire une santé parfaite. Est-ce que vous auriez aimé poursuivre cette mission au sein du ministère de la Culture? Je ne raisonne pas comme ça. La vie est pleine d'opportunités et je les savoure. J'ai une jeune sœur, Françoise, ma chère Fanfan, qui dit de moi, la vie pour toi est comme une coupe de fruits. Tu les prends les uns après les autres, tu les savoures, et pour toi, l'important, c'est que le sucre du fruit coule le long de ta bouche. Hein. Et... Très sérieux. Ah ouais. C'est tout à fait ça. C'est vrai, c'est pour ça. Alors justement, les grosses têtes, également en effet, 22h max, 22h sur BFM Télé, hein, la chaîne d'information. BFM Story également à 16h50 sur la même chaîne. À cette heure-là, a priori, vous serez également en concurrence avec vous-même sur RTL et les grosses têtes. Est-ce qu'il faudra écouter la Roselyne Bachelot, si vous permettez l'expression, sérieuse sur BFM, ou la Roselyne Bachelot qui raconte des blagues sur RTL? Mais vous pouvez réécouter dans la nuit les grosses têtes. Avec les podcasts. Donc, ce que je vous conseille, c'est de m'écouter d'abord sur BFM. Si vous devez choisir, c'est quelque chose, c'est un dilemme épouvantable. Je réalise à quel point c'est une souffrance, un déchirement. Bon, parce que c'est de l'actualité. Et puis, voilà, vous écoutez dans la nuit les grosses têtes. Alors sur BFM TV, c'est vrai que ce sont des émissions de débat. Vous donnez votre point de vue sur des sujets d'actualité qui bien souvent sont politiques. Est-ce que vous vous réservez le droit de critiquer le gouvernement? Oui. Oui. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Je le fais en amitié et de façon constructive, parce que je suis aussi solidaire de la politique qui s'est déroulée. Mais bien sûr, je garde ma liberté. Je l'ai toujours gardée. Vous savez, on m'a souvent catalogué comme électron libre. J'ai été seul à voter le pacte civil de solidarité contre mon camp, où je n'ai été soutenu par personne. J'ai voté un certain nombre de textes. Je me souviens, au moment de la loi tabac-alcool, c'est la même chose. On m'a retiré au dernier moment. Je devais être l'orateur du groupe.
Et comme je soutenais la loi, on m'a retiré mon poste d'orateur du groupe. Il y a une personne qui m'a soutenu, c'est Édouard Balladur. Je m'en souviens et je l'en remercie. Mais voilà, ça m'est arrivé sans arrêt dans cette carrière politique. Je ne me suis jamais déterminé en fonction de consignes de groupe. D'ailleurs, l'article 27 de la Constitution est clair. Il commence par « tout mandat impératif et nul ». On reste peut-être une question encore sur l'actualité politique aujourd'hui, qui est aussi, on va dire, entre les déplacements du Paris Saint-Germain, du club dans Jet, ou les sorties ubuesques parfois de Sandrine Rousseau. La politique, elle ne mérite pas mieux aujourd'hui dans les débats aujourd'hui qu'on voit dans les médias? Alors, il y a deux façons d'aborder cette question. La façon anecdotique, en se disant il y a des choses importantes et on devrait parler d'autres choses. Mais derrière ces choses qui paraissent anecdotiques, il y a des choses importantes. Quand Sandrine Rousseau a parlé du barbecue, alors effectivement, la virilité du barbecue, etc., tout ça est contestable. Mais le fait que dans les tâches ménagères, les femmes sont beaucoup plus sollicitées que les hommes sur le plan quantitatif, mais que sur le plan qualitatif, les hommes se réservent les tâches les moins répétitives, les plus agréables. Madame va faire la vaisselle et monsieur grille les saucisses. Bon, oui, je simplifie. Vous savez parce que c'est aussi monsieur qui gratte la grille du barbecue et qui s'en met plein les chaussures. Ça sent le vécu. Oui, absolument. Mais vous ne représentez pas la majorité d'Amiens. C'est vrai, vous avez raison. Quand mon père faisait la cuisine, ce qui lui arrivait à peu près 2 fois par an, la cuisine était un véritable champ de bataille. Il y avait des casseroles, machin, des trucs partout. Et c'était ma mère qui nettoyait et tout le monde. Alors qu'évidemment, elle affrontait les tâches culinaires avec à peine un remerciement ou un compliment. Le plat préparé par mon père donnait lieu à une salve, à une gerbe d'admiration. C'est assez injuste. Un mot également sur l'actualité. Vous avez été ministre de la Culture. Il y a en effet la fameuse redevance télé qui est passée à la trappe. C'est une bonne nouvelle ou d'une certaine manière pour le contribuable et les concitoyens français? La redevance télévision a été supprimée comme mesure pouvoir d'achat. Maintenant, la solution qui a été choisie est une solution temporaire. J'attendrai pour me prononcer que la solution définitive soit choisie. Voilà. Mais vous savez, j'ai décidé une chose que j'ai toujours fait d'ailleurs avec mes successeurs. Je ne m'exprime pas sur les sujets de mes successeurs parce que c'est à eux de gérer cela. Et je me suis toujours astreinte à un devoir de réserve, même si quelquefois j'ai eu un peu du mal et j'ai dû me cramponner à la table pour ne pas intervenir. Mais je tiendrai bon. Sauf si, évidemment, la ministre de la Culture actuelle décidait de déclencher la Troisième Guerre mondiale, mais je n'ai pas l'impression que c'est dans son programme. C'est pas dans son programme. Allez, on vous reste encore un petit moment avec nous pour inaugurer notre dernière rubrique, Roselyne Bachelot, c'est pour le meilleur et pour le pire. Le principe est que vous répondiez à quelques questions sur votre parcours. Il y a eu des moments heureux, comme toujours dans la vie, puis peut-être parfois des moments un peu moins heureux, d'une certaine manière. Et c'est un peu l'heure du bilan, allez, on va dire. Selon vous, le meilleur président que vous ayez servi au cours de votre carrière politique? Je refuse de répondre à cette question. J'ai suivi dans la loyauté les 3 présidents. Ils sont très différents les uns des autres. Et ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais je ne suis pas là pour dresser un palmarès, donc on passe à la deuxième question. Damien, donc. Vous allez répondre avec un peu plus de précision sur celle-ci. Quelle est la décision la plus douloureuse que vous avez été contrainte de prendre au cours de votre carrière politique? Oh, des décisions douloureuses, j'en ai pris beaucoup. Les décisions douloureuses, c'est de se séparer d'un collaborateur dont on estime qu'il n'a pas bien fait son travail. J'ai toujours refusé de confier ce genre de choses à mon directeur de cabinet. Je fais les choses moi-même, toujours avec une salve d'avertissement préalable, et je n'ai pas la main qui tremble, mais c'est une douleur. Le moment que vous avez particulièrement apprécié au moment du Conseil des ministres? Est-ce qu'il y a un moment, une anecdote? Ah oui, l'anecdote, oui. Je dois dire que ma première, c'était des tout premiers conseils des ministres avec Jacques Chirac. Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères. Et dans la fameuse communication sur la politique étrangère, nous parlons de l'envahissement de l'îlot du Persil
petit rocher au droit du Maroc par des soldats marocains, alors que c'est un territoire espagnol. C'était la légende des siècles. Dominique de Villepin était là. La poésie, l'épopée. Et Chirac lève un œil, il était comme le lion dans la savane, là, et il fait « Mais où est la France dans cette affaire, monsieur le ministre des Affaires étrangères ?» Je me suis demandé, effectivement, où était la France. Et Dominique de Villepin, impérial, lui fait « À sa place, monsieur le président de la République, en avant !» Et je me suis dit, là, je suis tombé chez des givrés quand même. Oui, c'est excellent. Quelle est la voix des grosses têtes que vous avez le moins de plaisir à retrouver lorsque vous participez à l'émission? Pas facile la question là. Mais vous me refaites le coup à l'envers des présidents de la République. Absolument. Mais On s'est dit qu'avec 5 minutes de différence, vous allez peut-être répondre à la question. Non, de toute façon, Toujours je ne me pose pas la question. Alors, le plus de plaisir à retrouver? Il y a bien une personne que vous avez particulièrement, que vous aimez les particulièrement. sociétaires des grosses têtes. Sociétaire des grosses têtes que j'aime à retrouver, c'est-à-dire j'aime bien les intellos, j'aime bien les gens qui m'apprennent des choses, mais pour rire, je dois dire que les imitations avec les faux accents étrangers d'Éric Logérias sont absolument à mourir de rire. Allez, une dernière pour la route, comme on dit. Qu'est-ce qui fait courir Roselyne Bachelot? Qu'est-ce qui me fait courir? C'est de tenter, j'y réussis parfois, à être un roc pour les gens qui m'entourent. Et je veux être leur solidité, savoir que... Vigie aussi, un peu d'une certaine manière. Oui, mais surtout quelqu'un qui sera toujours là, à tous les moments de leur vie, pour les aider, pour les comprendre. Je suis quelqu'un qui, finalement, sous des airs expansifs, est quelqu'un de très renfermé, de très secret, mais qui veut être là pour les autres. Merci Roselyne Bachelot d'être venue sur ce plateau. Je rappelle les grosses têtes sur RTL à 15h30 tous les jours et également évidemment comme chroniqueuse dans plusieurs rendez-vous sur BFM Télé. Merci encore d'avoir accepté d'inaugurer surtout cette saison. Merci de m'avoir invité. Vous êtes un peu notre marraine, hein? Voilà. Ce sera la marraine de la saison. C'est ça, exactement. Bachelot, notre nouvelle Tant marraine. que je ne suis pas votre grand-mère, ça va. Ah non, la marraine, ce sera parfait. Et nous, on se retrouve, Damien, dès demain avec un nouvel invité. Et bien demain, avec un humoriste qui officie en tant qu'enquêteur dans Masked Singer en prime time chaque semaine sur TF1. Il a une peluche au niveau de la main droite. Je ne sais pas si ça vous parle. Il s'appelle Jean-Marc, une marionnette, exactement. Oui, c'est Jeff Panaclock qui sera avec nous demain sur ce plateau. Merci encore Roselyne Bachelot et très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux.